Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un géant, un concept qui a littéralement tout changé, le zéro. On pense tous connaître son histoire, n'est-ce pas? Simple, direct. Mais, et si tout ce qu'on croyait savoir était faux? Si son origine était bien plus ancienne, bien plus mystérieuse? Voilà l'histoire qu'on apprend tous à l'école. C'est simple, c'est net, le zéro naît en Inde. Puis il voyage tranquillement grâce aux savants arabes, arrive en Europe et voilà, révolution mathématique. C'est l'histoire officielle, celle d'Emmanuel. Mais entre nous, est-ce que les choses sont vraiment si simples? Parce que, imaginez un instant, si la preuve d'une toute autre histoire était là, sous notre nez depuis 200 ans. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On va se pencher sur des indices, des preuves qui pourraient bien réécrire l'histoire de ce chiffre si familier. Alors, commençons par le commencement. On va prendre cette histoire officielle, ce récit bien lisse, et on va y regarder d'un peu plus près. Parce que c'est justement là, dans les détails, que les premières fissures commencent à apparaître. Déjà, premier problème, quand on dit chiffres arabes, de quoi parle-t-on vraiment? Parce que, en fait, il n'en a pas un, mais deux systèmes très différents. D'un côté à l'est, dans la région du Mashrek, on a des symboles qui ne ressemblent pas vraiment aux nôtres. Et de l'autre, à l'ouest, au Maghreb, là, bingo, ce sont pratiquement les chiffres qu'on utilise tous les jours. Bon, la théorie officielle nous dit « pas de panique, c'est juste une question de style ». Les chiffres indiens seraient arrivés et chaque région les aurait adaptés à sa sauce, à sa calligraphie. C'est une explication, mais est-ce qu'elle tient vraiment la route? Oui, pourquoi cette différence radicale entre l'Est et l'Ouest? Et puis, il y a cette autre question encore plus troublante. Si ce système de chiffres était si génial, si révolutionnaire, pourquoi l'Europe a-t-elle mis des siècles à l'adopter? Pourquoi autant de résistance? Tout ça, ça ne colle pas. Ça sent l'histoire cachée, une histoire bien plus complexe qui n'a pas encore été racontée. Et cette histoire cachée, son indice le plus incroyable, il a été publié il y a presque 2 siècles. Et pas par n'importe qui, par l'homme qui a percé le secret des hiéroglyphes, Champollion lui-même. Imaginez la scène. Champollion est plongé dans ses recherches. Il essaie de déchiffrer l'écriture de tous les jours des scribes égyptiens, l'écriture hiératique. Il ne cherche pas des chiffres, il cherche à comprendre des textes. Et là, sans même s'en rendre compte, en recopiant simplement ce qu'il voit, il tombe sur une pépite. Et voilà, regardez bien, c'est là que tout bascule. La ressemblance entre ces symboles hiératiques égyptiens et nos chiffres à nous, elle est juste frappante. C'est incroyable. Le 2, le 3, le 4, le 9, ce n'est plus une coïncidence à ce niveau-là. Non, c'est une filiation. C'est comme regarder un vieil album de famille et retrouver des traits familiers. Ok, donc on a une lignée directe qui semble se dessiner, cachée dans les archives de l'histoire. Mais alors, ça change tout. Si la preuve visuelle est là, si elle est aussi nette, la grande question devient comment? Comment ce savoir a-t-il voyagé d'Égypte jusqu'en Europe? Tout à coup, le chemin qui passe par l'Inde paraît beaucoup moins certain. Alors, suivons cette nouvelle piste. Si ce n'est pas par les grands centres de savoir de Bagdad, par où est-ce que c'est passé? L'hypothèse, c'est que le voyage a été bien plus terrestre, porté non pas par des savants, mais par des soldats et des scribes, sur un tout autre continent. Et ça expliquerait beaucoup de choses, notamment cette fameuse résistance en Europe. Regardez cette chronologie, c'est fou. On parle de 600 ans, 6 siècles pour adopter un système qui est objectivement bien meilleur. Gerbert d'Aurillac, au Xe siècle, est carrément accusé de sorcellerie pour les avoir utilisés. Il faudra attendre le XVIe siècle pour qu'il soit enfin imposé. Ça n'a pas de sens si c'est juste une amélioration. Alors, voilà le scénario alternatif. Au 7e siècle, les armées arabes conquièrent l'Égypte. Logiquement, elles intègrent des scribes locaux dans leurs rangs. Ces armées continuent leur route vers l'ouest, à travers toute l'Afrique du Nord, le Maghreb, et finissent par arriver en Espagne. Et avec eux, les scribes égyptiens emportent leurs outils, leur écriture et leurs chiffres. Et voilà, d'un coup, on comprend pourquoi les chiffres du Maghreb sont devenus nos chiffres. L'enquête ne s'arrête pas aux symboles, c'est encore plus fascinant. Parce que les mots aussi ont une mémoire. Et les indices les plus forts se cachent peut-être dans le mot zéro lui-même. Le mot qui est toujours cité comme preuve de l'origine indienne, c'est « sunya ». En sanskrit, ça veut dire « le vide », « le néant ». Ça semble clair, non? Mais, et si ce mot cachait un double sens? Un jeu de pistes linguistiques absolument génial. Alors accrochez-vous, c'est subtil. En sanskrit, sunya veut dire vide. Ok. Mais ce mot est aussi incroyablement proche, phonétiquement, d'un mot en manding, soni. Et soni, ça veut dire voleur. Un voleur, quel rapport? Eh bien, pensez-y. Que fait le 0 dans une multiplication? Il annule tout. 5 fois 0, ça fait 0. Il vole la valeur du nombre. La métaphore est juste parfaite. Le nom du concept décrirait sa fonction et signerait son origine.
Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a un autre mot en Inde pour désigner le zéro, kaha, qui veut dire trou. Or, ce kaha est très proche de kaha, en égyptien ancien, qui désigne la voûte céleste, l'espace infini. D'ailleurs, c'est de là que vient notre mot chaos. C'est troublant, non? À chaque fois qu'on tire le fil linguistique, on semble atterrir au même endroit, la vallée du Nil. Mais cette histoire va encore plus loin que les chiffres et les mots. On touche maintenant au cœur du concept, à sa philosophie. Qu'est-ce que le zéro vraiment? Et là, on a vraiment deux visions du monde qui s'opposent radicalement. Pour nous, en Occident, le zéro, c'est le néant, c'est l'absence. Mais dans la cosmogonie africaine, c'est tout l'inverse. Le zéro n'est pas un vide, c'est un plein. C'est le potentiel créateur absolu, l'origine de tout. Ce concept porte un nom, fou. Et fou, ce n'est pas le vide. C'est l'état qui existe avant la création. C'est décrit comme quelque chose d'obscur, de dense, de lourd, plein de tout ce qui va exister. C'est le potentiel à l'état pur, un peu comme le point de singularité juste avant le Big Bang. Le zéro n'est donc pas l'absence de valeur, c'est la source de toute valeur. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Et le symbole lui-même, ce cercle parfait, prend alors tout son sens. Ce n'est pas un trou, c'est une totalité, un contenant primordial. Comme le dit l'historien Youssouf Tata Cissé, le cercle c'est l'œuf du monde. C'est une image magnifique. Le zéro ne serait donc pas un simple chiffre, mais le symbole même de la création. L'œuf cosmique qui contient en potentiel l'univers tout entier. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si l'histoire d'une chose aussi basique, aussi fondamentale que le chiffre zéro, a pu être racontée de travers pendant si longtemps, alors combien d'autres pans de notre histoire, de nos connaissances, attendent simplement d'être redécouverts? Quelles autres histoires se cachent juste sous la surface de ce que l'on croit savoir?